Bonjour à tous, bienvenue dans cette table ronde de Futurible International. Je suis François de Jouvenel, délégué général de l'association. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Isabelle Barraud-Serfati, qui est économiste, urbaniste, directrice d'Ibicity et qui est aussi et surtout conseiller scientifique de Futurible et auteur d'un ouvrage intitulé Trottoir, une approche économique, historique et flâneuse. Voilà, vous avez ici, mais que vous avez aussi normalement dans les mains d'Isabelle, et à l'occasion de laquelle on organise aujourd'hui cette table ronde pour qu'Isabelle puisse nous dire quels sont les différents éléments qu'elle a pu retracer dans son ouvrage. Et pour pouvoir animer cette discussion avec Isabelle, nous avons aussi le plaisir d'accueillir Jean Hedgens, qui lui-même est économiste, urbaniste, directeur de l'Institut Urbatopie et lui aussi membre du comité de rédaction et conseiller scientifique de Futurible. Donc bienvenue à vous deux. Sans plus tarder, je laisse la parole à Jean pour pouvoir vous présenter un peu plus en détail l'ouvrage dont il s'agit. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord redire le bien que je pense de ce livre, parce que j'ai fait une analyse critique dans Futurible. Et c'est un livre assez curieux parce qu'il est, en même temps, c'est vraiment un livre de référence sur le trottoir, vraiment une encyclopédie, et en même temps, il est présenté comme une promenade. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout, il y a plein de références, plein d'informations sur les trottoirs, mais en même temps, on les découvre de façon, en se promenant, emmené par l'auteur, qui nous emmène de Pompéi au robot livreur d'Amazon, qui nous emmène, qui nous fait rencontrer au croisement d'une rue Pérec, Annie Ernaux ou Michel Foucault. Tout ça en croisant avec des études très sérieuses sur l'occupation, l'économie des trottoirs. Donc on a vraiment un livre d'une très très grande richesse, et pour le découvrir, nous on a pris l'angle de la prospective, parce qu'on peut prendre plein de clés de lecture pour lire ce livre, aussi bien l'histoire que la philosophie ou la sociologie, et nous sommes intéressés ici à les trottoirs comme clé de lecture du futur, puisque l'auteur nous dit que l'avenir des villes se lit sur leurs trottoirs. Alors en fait, quand une société est urbanisée à 80%, on peut dire que l'avenir d'une société se lit sur les trottoirs. Donc pour commencer cette découverte, comme tout bon prospectiviste, on va commencer par faire un petit retour dans le passé, dans l'histoire des trottoirs. Et là, je te laisse la main, Isabelle. Très bien. Bonjour à tous et merci d'abord à François de Jouvenel, Jean Hedgens et Futurible pour l'organisation de cette table ronde. En fait, moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à parler du trottoir. Donc voilà, et je trouve que de l'aborder par le prisme de la prospective, c'est effectivement particulièrement riche. Alors, je vais peut-être passer une petite présentation et peut-être vous dire que moi, j'ai une formation économiste. Mon livre est sous-titré Trottoir, une approche économique, historique et flâneuse. Ce que j'appelle économie, c'est cette question de la rareté, en fait, et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, par rapport à la question de la prospective, moi, je veux dire que je fais de la prospective de deux manières, en fait. Il y a une première manière d'en faire, c'est ce qu'on appelle la prospective du présent, c'est-à-dire, en fait, prêter une attention extrêmement forte à ce qui est déjà là. Et ce que j'espère à travers ce livre sur le trottoir, c'est justement d'inviter en fait l'ensemble des habitants des villes que nous sommes justement à prêter attention au trottoir. Et puis peut-être si on peut passer les slides, il y a une deuxième approche qui me paraît importante dans la prospective, c'est l'importance de nommer les choses. En fait, je reprends cette formule à Georges Amar, qui était le directeur de la prospective de la RATP, qui disait la prospective, c'est l'art de nommer les choses. Or, s'il y a bien un mot qui est très ambigu, c'est le mot trottoir. En fait, quand je dis que je travaille sur le trottoir, ça suscite souvent quelques ricanements ou quelques surprises. Et au fond, il me semble que le mot trottoir, il oscille entre trois imaginaires. En fait, il oscille entre un premier imaginaire qui est celui de la prostitution, de la vie dans la rue, le caniveau, la vipère du trottoir, qui est une fameuse chanson sur une prostituée. Il oscille également avec la poésie. Par exemple, dans Singing in the Rain,
eh bien, on danse sur les trottoirs. Et puis, moi, je viens du milieu des urbanistes. En fait, les urbanistes emploient très peu le mot trottoir. Le mot qu'ils utilisent, en fait, c'est le mot espace public. Mais évidemment, le sens n'est pas le même. Hein, on y reviendra. Et au fond, le trottoir, c'est un peu un mal-aimé, finalement, du vocabulaire de la ville. Et c'est très curieux, c'est le petit schéma qui est à gauche. Dans l'imagier des tout petits, évidemment, le trottoir figure dans les quelques mots que les tout petits enfants doivent apprendre. Dans le petit Robert Junior des 8-11 ans, il est bien noté que c'est une partie surélevée pour les piétons. Dans le petit Larousse, on garde cette dimension, mais on rajoute la prostitution. Et puis, dans l'aventure des mots de la ville, en fait, qui recense plus de 200 mots sur la ville, dans toutes les langues européennes, en fait, eh bien, le mot trottoir n'apparaît pas. Et c'est d'autant plus surprenant que le mot trottoir est un mot qui se dit dans plusieurs langues, hein, puisqu'il se dit ainsi en allemand, en roumain, en russe, en polonais. Et donc, il y a cette forme, en fait, d'invisibilisation du trottoir, finalement, dans un certain vocabulaire. Ce qui n'est pas le cas dans le vocabulaire des romanciers. Et c'est pourquoi aussi j'ai souhaité justement aborder le trottoir par l'éclairage d'un certain nombre de citations, parce que justement, le trottoir, c'est vraiment ce que Georges Perec appelle l'infraordinaire, en fait. Hein, c'est ce qui paraît déconsidéré, qu'on ne regarde pas, et qui pourtant est très riche. Alors, je vais aller rapidement donc à l'invitation de Jean faire un petit rappel historique, parce que c'est important de se redire en fait que les trottoirs sont très anciens. Il en existait, paraît-il, il y a 2000 ans avant Jésus-Christ dans l'actuelle Turquie, mais surtout évidemment, donc je vais résumer 4000 ans d'histoire en 11 slides. Hein, il en existait surtout à Pompéi. Vous avez ici cette illustration de l'architecte archéologue Jean-Claude Golvin qui représente la rue de l'Abondance en fait, et on voit bien les trottoirs qui sont surélevés, qui permettaient déjà d'accueillir les passants qui allaient devant les boutiques, et puis qui permettaient aussi d'avoir une fonction hydraulique. Hein. On voit ici un lacus qui était une petite fontaine en fait qui permettait de se servir en eau. Donc ça, c'est à l'époque de Pompéi. Et puis ensuite, on a ce que certains historiens appellent le long Moyen-Âge de la rue. Le trottoir disparaît complètement des rues des villes européennes. En fait, les rues sont très sales. On a au milieu des rues un ruisseau, d'où l'expression « tenir le haut du pavé ». Et puis, en 1607, en France, apparaissent ce que certains considèrent comme les premiers trottoirs à Paris, avec des trottoirs qui sont sur le Pont-Neuf, mais qui sont en fait à l'époque plutôt des boquettes. Et puis le Pont-Neuf est un objet urbain évidemment très particulier, c'est pas vraiment une rue. Pour preuve, en 1666, on a cette fameuse gravure qui représente les embarras de Paris, et on voit bien que finalement la distinction trottoir-chaussée n'a plus tellement lieu d'être. Mais 1666, c'est une date qui est également très importante à Londres, puisque c'est la date du grand incendie de Londres, en fait. Et finalement, cette date de 1666, elle consacre le retour des trottoirs dans les villes européennes après ce long Moyen-Âge de la rue. C'est-à-dire que finalement, il y a eu des trottoirs à Pompéi, ils ont disparu, et ils refont leur apparition au moment de la reconstruction de Londres après ce grand incendie. Petit à petit, les trottoirs se développent à Londres jusqu'à 1762 avec ce qui s'appelle le Westminster Pavement Act, en fait, et qui est finalement, on va dire, le premier texte qui consacre la réalisation des trottoirs. Donc là, on est à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, et pendant ce temps-là, en France, eh bien, on n'a toujours pas de trottoir. Les premiers trottoirs apparaissent en France en 1781, rue de l'Odéon à Paris. Donc c'était une rue qui desservait le trottoir, qui desservait un théâtre, pardon. Et les trottoirs ont pour fonction de pouvoir permettre aux chalands de regarder les vitrines des boutiques qui commencent à faire leur apparition. Donc c'est les premiers trottoirs en 1781, mais par ailleurs, il n'y a pas de trottoir, en fait. Ce qui fait écrire à Louis-Sébastien Mercier, son tableau de Paris sort précisément cette même année-là, 1781. Donc, il y a une petite rubrique. Utopiste, s'il en est. Pardon. Louis-Sébastien Mercier, oui, utopiste, futurologue. Et donc, il consacre une petite rubrique au trottoir pour dire que il en existe à Londres, et il se lamente du fait qu'il n'en existe pas en France, parce que à l'époque, et on le voit dans ces autres tableaux parisiens, les rues sont extrêmement sales. Hein, c'est ce qu'on voit sur l'image de droite ici, c'est passer payé, c'est la devise des décrotteurs. On voit un décrotteur en fait qui aide une dame élégante en fait à traverser sans se salir ses souliers, donc dans cette rue qui est très sale. Et la question de la salubrité est évidemment à l'origine des trottoirs.
Ensuite, tout au début du 19e siècle, on a un certain nombre de personnages, en fait, un ecclésiastique, Dillon, Arthur Dillon, qui va militer pour des trottoirs. On a Chabrol de Volvic, qui est un préfet de la Seine, en fait, qui vient de Volvic et qui va imposer les premiers trottoirs en bordure, avec des bordures en pierre de Volvic. On a le comte Alexandre de Laborde aussi, qui va militer pour les trottoirs. Donc voilà, tout au long du début du 19e siècle, on a comme ça un certain nombre de personnages, en fait, qui vont militer pour les trottoirs. Certains apparaissent, mais leur généralisation va vraiment intervenir en 1845. En 1845, on est avant Haussmann, hein. Haussmann ce sera 1853, avec une loi sur le financement des trottoirs qui est considérée comme finalement l'acte fondateur de la création des trottoirs en France. Hein. La question qui est posée, c'est finalement une question qu'on trouvait déjà à Pompéi, c'est est-ce que le trottoir doit être financé par le riverain ou bien est-ce qu'il doit être financé par la collectivité. Et 1845, évidemment, vous l'avez tous en tête, hein, c'est vraiment la période de construction des grands réseaux qui arrivent avant Haussmann et puis qui évidemment va se généraliser sous Haussmann. C'est ce qu'on voit sur l'image de droite, hein, c'est une image, une illustration qui date de 1844. Hein, donc là, ce sont des réseaux d'égouts qui vont précisément passer sous les trottoirs. Et en fait, le développement des trottoirs, qui s'explique aussi pour des raisons de salubrité, hein, je l'ai dit tout à l'heure, hein, lutter contre les rues sales. On a eu une épidémie de choléra en 1832 aussi, donc les enjeux d'hygiène sont extrêmement importants. Mais fondamentalement, la création des trottoirs, elle va coïncider avec les réseaux qui apparaissent à ce moment-là et qui vont jouer un rôle déterminant dans la délivrance des services urbains dans les villes en France. Alors ensuite, ce développement des trottoirs, il ne va pas se faire au même rythme dans toutes les villes. Vous avez ici deux exemples. À gauche, c'est une carte postale qui représente la cité modèle de Lavilledieu, donc c'est une ville modèle au Creusot, et donc là, parce que c'est une ville modèle, évidemment, elle a des trottoirs. Et puis ailleurs, le développement va se faire plus tardivement. Ici, à Ébreuil, on est à la frontière entre l'Allier et le Puy-de-Dôme. Vous voyez, on est en 1910. On voit un premier trottoir sur la droite, et c'est devant une épicerie. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fondamental, en fait. Hein, c'est qu'on voit que l'histoire du trottoir a aussi été très liée à une fonction marchande. Alors ensuite, il y a eu une deuxième parenthèse de l'histoire du trottoir, avec notamment l'urbanisme moderne, Le Corbusier, la Charte d'Athènes. L'urbanisme sur dalle, en fait, c'est évidemment un urbanisme finalement qui va chasser le trottoir, en fait, puisqu'on a une séparation des fonctions et il n'y a plus besoin des trottoirs. Donc on a cette parenthèse, en fait, parenthèse qu'on constate encore aujourd'hui. Hein, il y a beaucoup de trottoirs chez Annie Ernaux, mais il n'y en a pas quand elle décrit Cergy-Pontoise, parce que sur la dalle de Cergy-Pontoise, évidemment, il n'y a pas de trottoir. Et puis, une dernière date peut-être qui me paraît essentielle, hein, c'est 2016, c'est la création de Sidewalk Lab par Alphabet, donc la maison mère de Google. Et c'est en fait un petit peu d'ailleurs l'origine de ce livre, hein, c'était de se dire, tiens, c'est marrant ce trottoir qui est né au même temps, ou qui est réapparu en même temps que les grands réseaux, finalement, est-ce qu'il ne symbolise pas ce basculement de la ville des réseaux à la ville des plateformes? Alors, en 2017-2018, Sidewalk Labs voulait développer un projet urbain qui avait fait beaucoup de polémiques à Toronto. Il a finalement été abandonné en 2020. Mais ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, Google joue un rôle encore important sur les trottoirs, et on pourra y revenir, hein, mais il va numériser, en fait, ce qu'il appelle le curb. Donc, le curb, c'est un terme nord-américain pour désigner finalement la frontière entre le trottoir et la chaussée. Et donc, on voit bien qu'il joue un rôle extrêmement important sur les trottoirs. Et sidewalk, ça veut dire trottoir. Sidewalk, ça veut dire trottoir. C'est le terme anglais-américain, puisqu'en anglais, c'est le mot pavement. S'ils ont appelé leur laboratoire d'études sur les villes sidewalk, c'est pas par hasard chez Google. C'est pas par hasard, c'est parce que au départ, ils développaient un mobilier urbain qui prenait place sur les trottoirs à New York. Et pour juste conclure peut-être cette partie historique, redire quand même deux points importants, c'est que justement quand j'utilise le terme trottoir, c'est plutôt le trottoir et la bande de stationnement, c'est-à-dire on va dire c'est la partie non circulée de la rue, et ce qui va m'intéresser c'est la partie en fait des usages statiques. Donc voilà, donc c'est bien trottoir plus bande de stationnement. Et puis peut-être autre point important, c'est que évidemment les trottoirs ils sont éminemment contextuels. En fait il n'y a pas deux trottoirs qui se ressemblent, enfin si il y en a un petit peu, mais ça dépend beaucoup du climat, de la topographie, de la culture. Donc voilà, je vous ai mis jusqu'à 25 cm de neige attendue à Montréal cette semaine, hein, c'est pas cette semaine-là, mais et évidemment le rapport au trottoir est radicalement différent. Cette histoire montre que l'avenir du trottoir n'est pas du tout écrit, puisqu'il y a eu des hauts et des bas. On pourrait aussi parler de la largeur des trottoirs, qui dans certaines villes s'est considérablement réduite. Moi j'ai fait une étude autour de Rennes sur des petites communes, et on ne peut pas pousser un landau d'enfants sur des trottoirs qui font 1 mètre de large.
et où il y a des poteaux de stationnement, etc. Donc il y a aussi la dimension des trottoirs. Donc ce qui veut dire que l'histoire, si les trottoirs sont l'avenir des villes, l'avenir des trottoirs, lui, n'est pas écrit du tout. Parce qu'on pourrait très bien retourner finalement à des dalles, ce qui était un peu le projet de Sidewalk à Toronto, ou au contraire revenir à des trottoirs beaucoup plus larges, tels que les avait fait Haussmann. Parce que Haussmann avait aussi eu l'idée de donner au trottoir vraiment une très grande place dans la partition de l'espace urbain, qui a été réduite après. Oui. Alors sur l'avenir des trottoirs, il y a deux manières de le voir. En fait, on peut considérer que effectivement, il y a un certain nombre de projets, hein, les zones de rencontre. Il y a le projet de la rue commune, en fait, qui milite pour finalement la suppression des trottoirs. Alors, on peut considérer qu'en réalité, c'est moins la suppression des trottoirs que leur extension de façade à façade. C'est la généralisation du trottoir. Oui. Moi, personnellement, j'aurais tendance à prendre l'hypothèse que le trottoir va continuer à survivre, parce que je pense que ce qui fait sa richesse, c'est que c'est précisément un entre-deux. C'est un entre-deux public et privé, c'est un entre-deux marchand et non marchand. Et je pense que cet entre-deux, c'est ça qui permet finalement sa résilience, comme on l'a vu au moment du Covid, hein, où finalement le trottoir est devenu une infrastructure de santé. C'est devenu aussi le prolongement du chez-soi. Et j'aurais tendance à penser que ce rôle d'entre-deux, en fait, c'est ça qui permet justement, un petit peu comme le jeu d'un tiroir va permettre au tiroir de fonctionner, c'est ça qui va permettre à la ville de fonctionner et qui participe de son adaptabilité. Et puis, il y a une partition aussi qui peut varier d'une ville à l'autre. Par exemple, sur le vélo, à Strasbourg, les vélos roulent sur les trottoirs, et ce qui d'ailleurs n'est pas forcément très agréable. Dans d'autres villes, ils roulent dans les rues. Donc il y a vraiment cette frontière, la petite bordure, elle peut se déplacer d'un flux à l'autre. Il y a aussi le sujet de la hauteur. Est-ce que les trottoirs doivent être surélevés ou pas surélevés? Oui. Alors, il y a deux choses. Par exemple, en Angleterre, on dit qu'ils étaient à fleur de pavé, c'est-à-dire qu'ils sont au ras du sol. Et là, récemment, il y a eu un contentieux par rapport à une problématique de stationnement. Et alors, le droit dit que désormais, il n'y a pas besoin que le trottoir soit surélevé pour considérer qu'il s'agit d'un trottoir. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est que, puisque aujourd'hui, tu as fait un inventaire dans ton livre, il y a plus de 60 objets qui se disputent le trottoir. Ça va du défibrillateur à la patinette en free floating, du banc public chanté par Brassens aux arbustes d'hiver. Et il faut peut-être faire, pour voir comment tout ça va évoluer, peut-être procéder à une analyse par fonction, c'est ce que tu as proposé dans ton livre. Donc là, je pense que tu vas lister un certain nombre des fonctions. Tu as déjà assisté à la fonction commerciale, la fonction d'hygiène, d'assainissement, mais il y en a d'autres. Je te laisse. Alors, dans mon livre, effectivement, j'avais en fait distingué je m'étais intéressée aux occupants du trottoir, c'est-à-dire quels sont les opérateurs qui sont derrière les occupations du trottoir. Et finalement, j'avais distingué les occupations ou les occupants traditionnels, les nouveaux occupants qui arrivent avec la transition numérique et les nouveaux occupants qui arrivent avec la transition écologique. Et puis, quand on a préparé ensemble cet échange, en fait, c'est vrai que tu m'as invité à une lecture par fonction qui, je trouve aussi, est très riche, en fait. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire là maintenant. Alors, évidemment, la première fonction, c'est sans doute autour d'une fonction sociale. Aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est l'idée que le trottoir, c'est l'espace du piéton. Vous avez cette image à gauche, hein, qui est une image d'un artiste suédois, Carl Gilg, qu'il avait faite à la demande du ministère suédois de la sécurité routière, hein, qui montre en fait que les trottoirs sont le refuge du piéton. Mais pour autant, cette idée qui prévaut un petit peu aujourd'hui, hein, il y a un regain des études sur la marche que le trottoir serait l'espace exclusif du piéton, me paraît finalement un petit peu réductrice, parce qu'elle continue finalement à inscrire le trottoir dans une vision circulatoire de la rue, alors que précisément le trottoir n'est pas que ça. Et je pense que c'est d'abord l'espace du riverain, c'est ce qu'on voit sur l'image en bas à gauche. Là, j'ai mis une image d'enfants qui jouent sur le trottoir à New York. Alors, c'était d'abord pour faire référence aux travaux de Jane Jacobs, hein, qui a beaucoup écrit sur le trottoir dans son livre Déclin et survie des grandes villes américaines, avec un point quand même que je cite, hein, c'est que ce livre, il est en anglais, enfin en anglais américain, et dans sa version française, le mot trottoir est traduit par le mot rue, alors que la question du trottoir occupe une place absolument centrale dans son œuvre, hein, c'est dire si le trottoir est mal aimé et mérite considération. La question des enfants, c'est aujourd'hui un sujet dont on parle beaucoup aussi sur la ville à hauteur d'enfant. Et la ville à hauteur d'enfant, c'est d'abord des enfants qui sont sur le trottoir, soit parce qu'ils y marchent pour être en sécurité, soit parce qu'ils jouent sur le trottoir. Donc ça me paraît un point important. Évidemment, il y a la question du mobilier, du banc. Hein, tu le rappelais, Jean, comme espace assis. Alors là, c'est dans le Cotentin avec un banc près d'un lavoir, hein, qui montre que finalement, sur le trottoir, on peut aussi avoir beaucoup de fonctions. Et là, en fait, c'est un banc qui est proposé pour
permettre l'allaitement public des femmes. En fait, c'est un banc militant pour justement que les femmes allaitent. Je trouvais que c'était amusant de voir comment sur le trottoir, justement, on voit de nouveaux combats qui prennent place. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est justement le trottoir qui, de plus en plus, et ça me paraît absolument essentiel, devient le prolongement du chez-soi, en fait. Une forme d'extension du chez-soi. On l'avait un petit peu vu pendant le confinement. On le voit là, c'est ce qu'on appelle les parklets, hein, donc c'est l'idée d'une occupation des places de stationnement pour d'autres usages, hein, des usages conviviaux, statiques. C'est un peu des choux et des carottes, hein, mais en 10 ans, en Île-de-France, les logements ont diminué de 10 mètres carrés. Or, 10 mètres carrés, c'est précisément la place, c'est la taille d'une place de stationnement, et c'est comme si finalement, on retrouvait sur le trottoir la place qu'on n'a plus chez soi, en fait. Et puis, et ça me paraît aussi des choses assez nouvelles, hein, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus le trottoir qui apparaît comme une infrastructure sportive. Je disais tout à l'heure que pendant le Covid, c'était une infrastructure de santé avec les tentes qui étaient sur le trottoir. Et puis, c'est évidemment un lieu, Julien Damon en parlerait mieux que moi, mais un lieu pour les personnes à la rue, les personnes sans abri. Et ici, c'est une photo à Clermont-Ferrand, qui montre des casiers solidaires, en fait, qui sont proposés aux personnes sans abri pour qu'elles puissent avoir un lieu pour stocker leurs affaires. Et donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, et c'est pour ça que j'insiste, hein, pour le fait de dire évidemment le trottoir, il est le lieu du piéton, mais pas que ça, c'est que le trottoir, c'est sans doute l'espace justement dans la ville, qui est l'espace avec la fonction sociale la plus importante, parce qu'à la différence de la chaussée, les voitures n'y circulent pas, et ça permet d'autres usages. Alors sur les enfants, tu donnes un chiffre dans ton livre qui est assez étourdissant, c'est-à-dire qu'il y a 50 ans, un enfant pouvait faire 10 km sur les trottoirs dans la journée, aujourd'hui c'est 500 mètres. C'est ça, effectivement. C'est incroyable, quoi. Donc c'est vrai que… Ça prouve bien que là, il y a une désocialisation du trottoir pour une catégorie, les enfants. Mais aujourd'hui, encore une fois, parce que j'intervenais la semaine dernière à un débat qui était organisé par la Massif et la Fondation Jean Jaurès sur le piéton en ville, et on voit bien qu'il y a vraiment cette idée de dire, en fait, il faut réhabiliter la marche, en fait. Et le trottoir est fondamentalement l'infrastructure pour faciliter la marche, en fait. Mais encore une fois, ça n'est pas que ça. Alors ça, c'était sur, on va dire, la fonction sociale. Il y a une deuxième fonction qui me paraît importante, c'est la fonction esthétique, culturelle, politique, religieuse. Ici, c'est un panneau d'affichage publicitaire qui montre l'exposition qui s'était tenue à la ville de Paris il y a maintenant 2 ans sur la beauté d'une ville. Et évidemment, finalement, le trottoir, c'est l'espace d'où se perçoit l'esthétique de la ville, en fait, parce que c'est l'espace d'où le piéton, l'habitant, le marcheur dans la ville, en fait, perçoit la ville et les façades. La question du mobilier urbain est évidemment très importante. On peut aussi évoquer l'art en ville. Et puis, ici, ce sont quelques inscriptions. Et ce que je trouvais assez amusant, vous vous souvenez peut-être qu'il y avait eu en 2018 une polémique sur la publicité sur les trottoirs qui avait été interdite. Mais ce qu'on voit, c'est que finalement, il y a de plus en plus d'inscriptions au pochoir, en fait, sur les trottoirs, avec plein de motifs différents. Ici, c'est une plaque de Clément Bouton sur la taille d'une plaque d'égout qui fait 1 mètre carré, qui dit ce mètre carré se vend 11 400 € du mètre carré. Ici, c'est plutôt pour dénoncer la publicité. Ici, c'est pour sauver une des plus vieilles singes du jardin des plantes. Et puis ici, c'est quand même de la publicité en fait devant un restaurant asiatique. Et ce que je trouve marrant, c'est que et puis ici, c'est une inscription. Non, c'est pour aussi une inscription publicitaire. Donc, ce qu'on voit bien, c'est que de plus en plus, il me semble que le trottoir est un espace, où se marque un certain nombre de revendications de différentes natures. Et je pense que l'hypothèse qu'on peut en tirer, c'est que c'est vraiment le lieu de l'identité d'une ville. Tu parlais de la largeur des trottoirs tout à l'heure. Plusieurs personnes me parlent à chaque fois de la largeur des trottoirs à Berlin, ce qui fait que leur rapport à la ville est différent. Et donc, je pense que d'un point de vue prospectif, la question qu'on peut se poser par rapport à cette fonction, c'est finalement de se dire quelle va être l'identité d'une ville, et elle se joue en partie sur le trottoir. Et donc, il y a un vrai choix à faire par rapport à ça. Alors, ensuite, il y a la question de la fonction des réseaux et notamment du rapport à l'eau. Je le disais tout à l'heure, la loi sur le financement des trottoirs le développement des trottoirs coïncide. Je vous invite à lire les travaux notamment de Bernard Landau à ce sujet, coïncide avec le développement des grands réseaux. Il faut voir que par exemple la Compagnie Générale des Eaux, l'ancêtre de l'actuelle Veolia, elle est née en 1853, donc on est vraiment à cette époque-là. Mais il me semble qu'on est dans un changement de paradigme en l'occurrence qui est assez important. 1850, donc c'est globalement l'apparition du trottoir. Avant le trottoir, avant les tuyaux d'eau sous le trottoir, ce qu'on avait, c'était des solutions individuelles. C'était les porteurs d'eau qu'on voit ici sur l'affiche.
donc c'était des solutions individuelles. Puis il y a eu les grands réseaux, et donc là j'emprunte en fait ces images au cabinet Urbasense, en fait, qui travaille sur la question de la racine en ville et de l'eau en ville. Et puis aujourd'hui la question c'est de dire ce qui devient dimensionnant pour les espaces publics, c'est plutôt le grand cycle de l'eau, c'est-à-dire qu'il faut gérer à la fois le manque d'eau et le trop d'eau. On vient de le voir avec les inondations dans le Pas-de-Calais. Là, les gens, a priori, marchent sur des trottoirs qui sont inondés, qui obligent à repenser complètement la place du réseau. Alors, il y a un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur le post-réseau avec des enjeux d'infiltration à la parcelle. Et ça modifie radicalement, me semble-t-il, le facteur dimensionnant de la ville, et sans doute que la morphologie urbaine devient de plus en plus une réponse aux problématiques de l'eau. Ici, c'est une image qui m'avait été envoyée par Paul Citron sur des trottoirs dans le quartier de la Boca à Buenos Aires. C'est pour précisément se protéger des inondations. Donc on voit bien ce que ça donne en fait des trottoirs lorsque en fait donc ils sont extrêmement hauts pour éviter de marcher justement dans l'eau. Donc finalement on a deux situations là qui sont radicalement opposées, en fait des trottoirs de plus en plus hauts pour se protéger du trop d'eau, ou au contraire d'autres solutions, mais qui posent la question finalement aussi de sur quel type de trottoir on va marcher. Et puis évidemment cette question donc de la rareté de l'eau, en fait aujourd'hui elle guide aussi certains principes d'arrosage. Et donc là vous avez par exemple des solutions qui proposent justement de même que chaque mètre carré de trottoir compte, et bien chaque mètre carré ou chaque goutte d'eau plutôt va compter. Donc ça c'est sur la question de l'eau. Donc je pense vraiment avec là aussi des paradigmes qui s'inversent, c'est-à-dire que pareil, l'eau avant elle était canalisée, on l'a cachée, voilà, aujourd'hui elle joue un rôle de plus en plus important. En lien avec dans certains écoquartiers, il y a même d'ailleurs maintenant on a réhabilité des nous, c'est-à-dire des espèces de fossés qui sont le long des trottoirs. C'est à côté du trottoir, mais c'est plus l'égout. Donc on a d'ailleurs avec des problèmes parce que c'est des nids à moustiques, ou des ragondins. Tout le quartier de Ginkgo à Bordeaux. Enfin, il y a un traitement du trottoir différent par rapport à l'eau. Oui, je me souviens y être allée au moment où justement il y avait des pancartes d'habitants qui se plaignaient des ragondins. Et on voit bien parce que, je le redirai tout à l'heure, mais effectivement, finalement, c'est une nouvelle manière de concevoir le trottoir. Elles amènent, comme tu dis, l'eau amène des moustiques en fait. Et donc, je pense qu'aujourd'hui il y a une forme d'unanimité sur la nature en ville en fait. Mais je serais curieuse de savoir en fait ce qu'il en sera demain. Et je pense qu'on va avoir de nouveaux conflits par rapport à ça. En tout cas, je parlais tout à l'heure de la ville des infrastructures. Il me semble que peut-être l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que la nature elle-même devient une infrastructure en fait, et peut-être qu'il faut se poser la question de c'est quoi la nature comme infrastructure de la ville. Alors ici c'est un arbre avec des racines. Antoine Piton, qui a beaucoup travaillé sur les smart cities, en fait disait que aujourd'hui il va falloir, et c'est l'agence Terre aussi qui disait finalement de plus en plus il va falloir penser la ville en 3D, et c'est précisément ce que montrent ces images en coupe, ce qui pose un certain nombre de questions, parce que justement en tout cas ça invite à regarder le rapport entre le sol et le sous-sol. Alors évidemment pourquoi la nature en ville, c'est notamment pour éviter en fait les îlots de chaleur en fait et rafraîchir les villes. Et ce que je vous ai mis ici en fait, c'était un article sur l'ombre qui devient une ressource publique en fait. Et ça, je trouve que c'est un sujet qui est absolument passionnant. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de traquer un peu les inversions de rareté, qu'est-ce qui est rare, qui n'était pas rare, voilà. Et en l'occurrence, en fait, je cite dans mon livre les propos d'une habitante de Cotonou, puisque là, je parle beaucoup des trottoirs français, mais c'est vrai qu'il faudrait aller dans les villes d'Afrique, notamment pour voir que le rapport au trottoir est radicalement différent, qu'on a une approche beaucoup plus informelle, que le riverain est beaucoup plus important. Et en l'occurrence, ce qu'elle disait, c'est que finalement, aujourd'hui, c'est en coupant les arbres dans les villes du sud Bénin que eh bien, les marchandes en fait, de mangue ne peuvent plus exercer leur activité, parce que s'il n'y a plus d'ombre, elles ne peuvent plus travailler. Alors ensuite, si je continue les fonctions, sur la salubrité, donc la salubrité, on l'a vu, c'est depuis l'origine en fait un élément important qui explique la généralisation des trottoirs. Il y a deux sujets, il y a le sujet, alors c'est deux sujets différents, mais que j'aurais envie de relier, le sujet des déchets. Alors aujourd'hui, vous savez qu'avec l'économie circulaire, il n'y a plus de déchets, tout déchet a vocation à devenir une ressource. Et fondamentalement, les chiffonniers de Paris, c'était les ancêtres de l'économie circulaire en fait. Donc là, je vous ai mis la couverture, l'extrait de la couverture du livre qui pour moi était absolument fondamental dans ce travail. En fait, c'est le livre d'Antoine Compagnon sur les chiffonniers de Paris.
les chiffoniers de Paris, ils opéraient finalement au coin de la borne, hein, ce qu'on voit ici sur l'image, avec leurs crochets et leurs hottes. Et c'était finalement les rues d'avant le trottoir, hein, même si pendant longtemps, les rues à bornes et les rues à trottoir ont cohabité, et puis même parfois, et encore aujourd'hui, on voit des bornes avec des trottoirs. Et donc, c'est un peu comme sur l'eau, c'est-à-dire finalement, il y a eu les solutions un peu individuelles, puis ensuite, on a eu les grands réseaux. Alors, en matière de déchets, c'est plutôt des infrastructures, mais par exemple aussi les grandes, tout ce qui va être la mise en place des services de collecte des ordures ménagères et puis de traitement des ordures ménagères. Et puis aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on assiste à une forme de reminiaturisation en fait de ces infrastructures, avec ici par exemple des nouveaux bornes de compostage en fait pour les déchets ménagers. Vous avez aussi une société qui s'appelle les Alchimistes en fait, et qui propose justement des micro-plateformes de compostage urbain au pied des immeubles, ce qui pose la question là aussi de ce qui doit se passer à l'intérieur du domicile, qu'il s'agisse d'un logement ou d'un immeuble, et de ce qui se passe sur la rue. Par exemple, ce que vous avez ici, là, à droite, ce sont des tri libres. En fait, c'est le constat qu'avait fait la ville de Paris, que puisqu'il faut de plus en plus de bacs différents pour pouvoir trier ces déchets, il n'y a pas forcément la place de les mettre dans les logements à Paris, ni même dans les cours d'immeubles, et que donc ils sortent dans l'espace public. Et ça me renvoie d'un point de vue prospectif, à une question qui avait été soulevée par François Hacher dans son livre Métapolis, en fait, qui était cette idée de quelles sont les fonctions qui sortent du logement pour aller dans la rue, ou bien qui rentrent dans le logement. Et sans doute qu'il y a, par exemple, une fonction qui est intéressante à regarder, c'est la question. Pour prendre un exemple, hein, le bureau, on voit bien le bureau, il est sorti des logements et puis il est revenu. L'école, on va dire qu'elle était dans le logement chez certaines personnes lorsqu'il y avait des précepteurs, puis en fait, elle est sortie du logement pour aller dans des écoles. Et je pense qu'un sujet qui est intéressant, c'est à regarder, c'est la question de la cuisine, en fait. Au Moyen-Âge, il y avait des fours banaux, en fait, les cuisines étaient sorties des immeubles, puis ensuite, on a eu une montée en puissance en fait des cuisines à l'intérieur du logement, et finalement avec les livreurs de repas, et puis dans les villes asiatiques par exemple, tout ce qu'on appelle la street food, en fait on pourrait se demander s'il y aura encore besoin d'avoir même à New York, vu les prix du mètre carré, certains promoteurs proposent des logements pour célibataires sans cuisine. C'est-à-dire qu'ils expliquent à l'acheteur qu'il a 3 mètres carrés de moins, mais qu'il gagne 40 000 euros, et qu'avec 40 000 euros, il peut aller chez Deliveroo pendant 10 ans. Donc c'est le raisonnement, pas de cuisine. Je ne connaissais pas cet exemple, en fait. Donc enfin, voilà, et cette idée, alors c'est le food truck à la place de la cuisine. C'est ça. Mais en fait, c'est aussi ça qui fait que je trouve que le trottoir, c'est un objet absolument passionnant, c'est que c'est un entre-deux public et privé. En fait, je ne l'ai pas dit, hein, mais c'est fondamentalement, je vais le dire, moi j'enseigne à Sciences Po à l'école urbaine, et je fais un cours sur les acteurs publics privés de la ville, enfin sur les acteurs privés de la ville et leur interaction avec les acteurs publics. Et fondamentalement, le trottoir, je disais tout à l'heure, sa force, c'est l'entre-deux, mais voilà, c'est précisément cet entre-deux, entre le domicile et la rue, mais on le voit, d'ailleurs, on le voit à droite, souvent les riverains ont une obligation, alors ça dépend des communes, hein, mais ont une obligation d'entretien du trottoir en bas de chez eux, ont une obligation de déneigement, de désherbage, et donc voilà, on est bien sur un entre-deux. Il y a la question de savoir est-ce que justement pour le riverain, le trottoir lui appartient pas un petit peu plus en fait qu'à son voisin, et donc voilà, sur cette question des cuisines, ça pose plus largement la question de voilà, comment on pense en fait ce qui se fait à l'intérieur du domicile versus à l'extérieur, qu'est-ce qui doit être pris en charge de manière individuelle versus de manière collective, où se trouve la frontière entre public et privé dans tous leurs sens. Alors ensuite, il y a la question de la fonction commerciale, évidemment. Hein, alors, sur l'étymologie du mot trottoir, une des étymologies viendrait du mot treten, mais qui serait liée aux chevaux. Mais pas parce que en fait la question, enfin les premiers trottoirs auraient été là pour pouvoir permettre d'acheter des chevaux, puisqu'en fait les chevaux étaient vendus par des maquignons qui étaient, paraît-il, un petit peu filous, et donc il fallait observer le cheval qu'on achetait, on allait l'observer notamment sur une plateforme surélevée qui était le trottoir. Ce serait une des étymologies, et donc on voit bien finalement que le trottoir, je citais aussi le cas des
de la rue de l'Odéon, en fait, et des premiers trottoirs devant les boutiques. Avant le trottoir, les commerçants aisés avaient la possibilité d'installer des planches, en fait, pour que justement les chalands regardent leurs vitrines. Et donc, finalement, le trottoir, il a été dès l'origine associé à une fonction commerciale, en fait. Tu dis qu'à Pompéi, en fait, les échoppes ouvraient sur le trottoir, et donc le trottoir protégeait les clients du flux, quoi. Tout à fait. On avait déjà des établissements de restauration rapide, en fait, qui étaient sur le trottoir. Et donc voilà. Donc évidemment, cette fonction commerciale, elle est importante à double titre. En fait, c'est que le trottoir, il sert le commerce, mais de plus en plus aussi, on voit des aménageurs qui disent que si on veut justement favoriser la marche en ville, il faut des rues animées, et quoi de mieux qu'un commerce pour animer la rue. Donc on voit bien que, on va dire, l'intérêt du trottoir et du commerce sont réciproques. Alors il y a eu le débat sur les dark stores, qui a été tranché aujourd'hui. Il y a en principe des interdictions sur les dark stores dans la plupart des villes de France. Mais on en trouve encore ici dans le 9e. Et puis là, ce qu'on voit ici, c'est à Argenteuil, en fait, c'est la multiplication des distributeurs de tout. Donc là, c'est un distributeur de pizza. Ça pose la question de l'objet aussi, qui est l'objet consigne, en fait. En tout cas, voilà, ça c'est peut-être un autre sujet de prospective, mais on peut se poser la question de ce que deviennent ces objets, qui par ailleurs se multiplient de plus en plus à la campagne et pas sur les trottoirs en l'occurrence. Et je vous invite à lire une note de 15 marches qu'il a publiée sur ce sujet, qui était très intéressante. Alors, à nouveau, redire que il ne faut pas oublier que le trottoir, c'est le lieu de l'économie informelle. Ici, c'est à Bobigny, et que cette dimension commerciale, encore une fois, elle doit s'apprécier de manière différente selon les contextes géographiques. Et puis, enfin, sur la fonction commerciale, insister sur le fait que le numérique modifie de manière quand même assez profonde la question du commerce en ville, pas simplement sur la question du e-commerce, mais aussi sur la question justement de la fréquentation de ces commerces. Ici, ce sont des gens qui font la queue, alors qui font la queue sur le trottoir, ce qui est considéré finalement, c'était Mathieu Chassinier de l'ADEME qui disait au moment du Covid, le trottoir est devenu la salle d'attente des commerces. C'était à l'époque où les gens devaient être espacés, et finalement le seul endroit pour faire la queue, c'était sur le trottoir. Mais en l'occurrence, pourquoi on voit aujourd'hui des queues souvent très importantes devant des minuscules boutiques? C'est parce que finalement, il y a des phénomènes en fait de communication sur les réseaux sociaux qui font que tout d'un coup, tout le monde va dans une petite échoppe en fait, qui va être toute petite, qui n'a pas la place d'accueillir en fait l'ensemble de ses clients, et qui aujourd'hui occupe le trottoir. Et puis, la question aussi, c'est la capacité aujourd'hui, notamment d'opérateurs comme Google Maps, de pouvoir voir ce qui se passe derrière les murs. Et là, je vous renvoie à l'article de Vraiment, qui était sorti en 2019 sur Google a les moyens de tout gâcher, et pas seulement à Toronto, où il montrait comment, en fait, en offrant la possibilité de voir à travers les murs, ça pose la question du rôle de la façade, en fait. Et que finalement, la façade, qui était aussi un marqueur, en fait, de la limite entre la rue et le commerce, est sans doute réinterrogée. Alors, ensuite, il y a évidemment la fonction circulatoire. Je dis évidemment parce que c'est vrai que, tout à l'heure, je disais les piétons, ça renvoie à une fonction circulatoire. C'est vrai que aujourd'hui, la rue est souvent abordée par le prisme de la mobilité. Alors, un sujet donc, qui est absolument majeur, alors vous inquiétez pas pour le piéton, il est juste décidé là, donc il ne lui arrive rien, mais c'est évidemment la question des places de stationnement. Les places de stationnement qui aujourd'hui constituent sans doute une ressource justement pour pouvoir permettre ces nouveaux usages que tu évoquais, Jean, sur le développement des pistes cyclables. C'est bien souvent sur les places de stationnement qu'elles peuvent être prises, que de l'espace peut être pris. On avait eu la multiplication évidemment des trottinettes avec les débats qui ont suivi. Ici, ce sont des abris vélos. Ici, ce sont des bornes de recharge. Alors, comme vous en voyez peut-être pas souvent, parce qu'on est plutôt habitué à des bornes de recharge plus importantes, mais justement, il y a un vrai travail aujourd'hui des bornes de recharge sur le fait de miniaturiser la borne de recharge pour limiter l'encombrement du trottoir. Et puis ici, ce sont ces vélos cargo livreurs. Et tout ça, ça témoigne. Alors, j'ai trouvé cette image en fait sur un site donc américain, mais qui montre, alors on voit peut-être pas tout à fait, mais qui montre tout simplement l'explosion des moyens de transport en fait. Et finalement, en 2010, on avait surtout du vélo, un vélo personnel, une trottinette, un scooter personnel, des bus, un tramway, une voiture. Et aujourd'hui, on a une multiplication des modes, puisque à tous ces modes en fait se rajoute notamment tout ce qui est de l'ordre de la mobilité partagée. Et donc en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette multiplication des modes de transport, pour l'essentiel,
Elle concerne le trottoir, puisqu'il y a bien un moment donné où il faut que l'engin de mobilité dépose son conducteur ou son passager. Ou qu'il soit déposé lui-même. Ou qu'il se dépose lui-même. Et puis alors peut-être, pour finir sur la fonction circulatoire, il y a évidemment la question de la logistique qui joue un rôle absolument majeur, je pense, dans la question du trottoir. Alors c'est marrant, en 2014, les couvertures des économistes sont souvent très imagées et de ce point de vue-là assez éclairantes. En 2014, en fait, vous voyez, la question c'était que Amazon était encore vu comme un livreur de livres, en fait, un vendeur de livres, et la question c'était jusqu'où est-ce qu'il va aller livrer ses livres, en fait, est-ce qu'il va aller les livrer jusqu'à mars. Et puis en 2017, déjà, il y avait cette prise de conscience que finalement Amazon commençait à jouer un rôle dans les villes, mais vous voyez, dans une forme de rôle surplombant en fait. Et 2022, 2023, ce qu'on voit, ce sont une double occupation des trottoirs et de la bande de stationnement, une première occupation par les camionnettes de livraison, et puis une deuxième occupation par les bails de livraison. Et ça me paraît absolument fondamental à prendre en compte, c'est que le trottoir, c'est le petit schéma qui est ici, certains reconnaîtront la fameuse matrice de modèle économique, mais cette idée de dire, pour Amazon, le trottoir, c'est fondamentalement une ressource clé pour lui permettre d'exercer son activité. Et en principe, cette ressource clé, j'y reviendrai tout à l'heure, elle appartient à la collectivité locale, ce qui veut dire que les collectivités locales ont, du fait qu'elles détiennent le trottoir, un levier de maîtrise d'acteurs comme Amazon. Alors, on peut étendre le raisonnement de manière un petit peu plus large. L'idée, là, c'était de dire, finalement, dis-moi quelle partie du trottoir tu occupes et je te dirai qui tu es. En fait, on peut regarder l'espace devant les commerces, qui est aussi une ressource clé pour les commerces, l'espace de stationnement, qui va être une ressource clé pour un certain nombre d'opérateurs, voilà, le mobilier, enfin, certains espaces qui permettent l'installation du mobilier urbain, qui va être une ressource clé pour les opérateurs de mobilier urbain. Voilà, l'idée, à travers cette diapositive, en fait, et à travers l'exemple d'Amazon, c'est d'inviter à prendre conscience que non seulement on a une multiplication des occupants du trottoir, mais que cette multiplication des occupants, elle traduit l'importance que représente le trottoir pour eux. C'est un élément clé dans le modèle économique. Et il faut bien avoir conscience que c'est une ressource clé. D'où l'article que j'avais publié dans la revue Futurible en 2020. Je me souviens que Hugues de Jouvenel, au début, avait été un peu surpris par le sujet. Puis sur la gratuité. Sur la gratuité. Non, c'était sur le trottoir comme actif stratégique. En fait. Ah oui, d'accord. Et alors, ça pose la question, me semble-t-il, de la valeur du trottoir. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous reconnaîtront ce péage piéton qui est à 200 mètres à 8 €. C'est une rue de Lyon. Alors, il n'existe pas. C'est une image en fait qui a été faite par Nicolas Nova dans le cadre d'un chantier prospectif lancé par la métropole de Lyon qui s'appelle Rue de demain. C'est 25 illustrations prospectives avec des images comme ceci qui sont extrêmement interpellantes. Et évidemment, quand on aborde la question du prix du trottoir, quand on l'aborde, en fait, elle est rarement abordée, mais si je l'aborde, évidemment, elle peut susciter assez vite la polémique. Parce que, alors moi je me souviens du livre de Denis Oliven en 2007 qui avait été à l'origine de mes travaux sur la gratuité, qui s'appelait La gratuité c'est le vol. À l'époque, Denis Oliven était le directeur de la FNAC et il s'insurgeait contre le fait que le livre et le disque avaient déjà été saisis par le numérique et que finalement la gratuité pour les lecteurs ou les auditeurs était en fait payé par les auteurs et par les éditeurs. Et donc, il disait la gratuité, c'est le vol. Et moi, je travaillais beaucoup avec des architectes urbanistes. Et évidemment, s'il y a un principe intangible et sacré, c'est que les espaces publics sont libres d'accès et gratuits. Or, je pense que ce qui est important, c'est finalement peut-être de faire le distinguo entre le marchand avec un T et le marchand avec un D, et que finalement la question, alors la question est évidemment complexe et il ne s'agit pas de la trancher, mais je pense qu'elle mériterait d'être posée en fait parce que derrière ce sont des vrais choix politiques au sens noble de qu'est-ce qu'on veut pour la ville. En tout cas, il y a un certain nombre de personnes qui se la posent. Là aujourd'hui on est le 14 novembre, le 24 novembre ce sera le Black Friday en fait, donc des ventes soldées. Et à cette occasion, donc je serais curieuse de voir ce qui se passe, mais vous avez tout un mouvement chaque année, mais qui semble chaque année prendre de plus en plus d'ampleur, justement pour dire il faut que Amazon paie pour un certain nombre de raisons, parce que justement Amazon, alors il y a la question du fait que les livreurs ont un statut très précaire, il y a le fait qu'ils contribuent à congestionner les rues, le fait qu'ils ne payent pas d'impôts, et une autre raison, c'est de dire justement, il conviendrait peut-être qu'ils payent pour cette ressource clé qui est financée de fait par la collectivité locale. Donc ça, dans le même registre que aussi tu avais parlé dans un autre article des POPs, des Privately Owned Public Space, mais donc ce sont des espaces publics, donc certains trottoirs, où en fait
on peut y aller, mais les règles d'usage ne sont pas les mêmes que sur un véritable espace public. Alors, c'est. Tu vas peut-être en parler plus tard. J'en parlerai, mais justement, c'est bien le problème du mot espace public. C'est qu'en fait, le mot espace public, en fait, souvent, ce n'est ni un espace et parfois, il n'est pas public. Au moins, je trouve que le trottoir, il ne préjuge pas de ce qu'il est, en fait. Enfin, c'est un mot tout simple que tout le monde connaît et il autorise, en fait, la diversité des situations. Et effectivement, on reparlera peut-être des POPs, si tu veux, tout à l'heure. Non, mais effectivement, ce sont des espaces publics au sens où ils sont accessibles à tous, en théorie, mais qui sont de propriété privée. Donc, les usages sont réglementés par un règlement privé. Dont les usages peuvent être réglementés. C'est-à-dire que si un peintre vient installer son chevalet pour peindre le truc, il se fera virer par le vigile. Alors, il y a eu pas mal d'articles là-dessus sur le fait que, par exemple, on ne pouvait pas prendre des photos. Bon, moi, je suis allée à Birmingham, à Brinley Place, j'ai pris des photos. Alors, voilà, mais j'ai pas organisé de manifestation sur un POPs, donc je ne sais pas si j'avais tenté une manifestation, j'aurais été réprimée. Voilà, j'ai pas encore testé. Peut-être sur la gratuité, quand même, juste dire un point. C'est qu'il y a un sujet qui me paraît absolument majeur, qui est celui du prix de l'accès à l'information. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit, et là je vais employer à nouveau le terme espace public, mais c'est que l'accès à l'espace public, ou l'accès au trottoir, en fait, il passe de plus en plus par l'accès à l'information sur l'espace public. On l'a vu tout à l'heure avec la file de clients devant une boutique. Or, cette couche informationnelle, elle est de plus en plus opérée, pas que, mais par des acteurs comme Google Maps, dont le modèle économique est bien particulier. Donc là, je vous ai mis en fait un extrait du livre, qui est une cartographie qui reproduit les trottoirs de la rue Linné vus par Google Maps. Alors, évidemment, vous reconnaîtrez la référence à Georges Perec qui décrit dans Espèce d'espace les trottoirs de la rue Linné. Mais ce qu'on voit ici, c'est un certain nombre de pinpoint en fait, qui correspondent à des restaurants et en fonction du degré sur lequel, avec lequel on zoome sur la carte, certains pinpoints apparaissent en fait et on est sur des modèles très sophistiqués d'apparence de gratuité, c'est-à-dire qu'en fait c'est gratuit pour vous et moi lorsqu'on consulte cette carte, mais derrière c'est payé par des systèmes. On pourra développer si vous le souhaitez, mais des systèmes de modèles freemium et puis justement par les annonceurs que sont les commerçants et les restaurateurs. Et en l'occurrence, autant, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il me semble que la collectivité peut réguler les occupations du trottoir et peut réguler à ce titre-là un opérateur pour qui c'est une ressource clé comme Amazon. Autant sur Google Maps, c'est plus compliqué. J'ai oublié de dire sur Amazon, vous avez la ville de Barcelone en fait qui vient de mettre en place au début de l'année 2023, qui vient de mettre en place une taxe qui est appelée la taxe Amazon, qui est de fait une taxe sur l'espace public, qui vise justement en fait à taxer les sociétés de livraison à partir d'un certain nombre de chiffres d'affaires. Alors c'est compliqué parce que vous savez sans doute que Amazon c'est le premier client de la Poste en fait, et donc on peut aussi retomber sur finalement les mêmes débats qu'on avait eu lieu au moment du confinement. Comment faire la distinction entre une activité qui est essentielle, non essentielle, entre un commerce souhaitable, un commerce non souhaitable, et puis il y a aussi un débat sur l'impact carbone en fait de la livraison du commerce avec des positions qui sont différentes et la ville de Barcelone justement ne tient pas compte de l'impact carbone, même si par contre elle va exempter de la taxe les véhicules qui livrent en véhicules électriques. Alors peut-être pour conclure en fait sur cette partie sur finalement la multiplication des occupations et des fonctions, moi je crois qu'il y a vraiment deux messages clés que j'aimerais faire passer. Le premier message clé, alors encore une fois, tous les trottoirs ne sont pas identiques, mais fondamentalement, le trottoir, il est rare. Parce que... Donc cher. En tout cas, c'est l'espace le plus précieux dans la ville, ce qui ne veut pas dire qu'il doit être monétisé, mais c'est en tout cas un espace extrêmement précieux. Et moi, au départ, l'idée, quand j'ai travaillé sur le trottoir avant d'écrire mon livre, au départ, c'était pour interpeller justement certaines collectivités sur le fait de dire, mais il y a une forme de paradoxe, parce que souvent les collectivités avaient tendance à vouloir confier la réalisation des trottoirs à des opérateurs privés dans le cadre de macrolo. Donc, on parle pas, on parle de trottoirs d'un certain type d'opération. Et en fait, moi, c'était pourquoi? Parce que ça coûte cher à fabriquer, ça coûte cher à gérer. Et moi, finalement, mon interpellation, c'était de dire, mais prenez conscience en fait que le trottoir, non seulement c'est un levier de régulation d'un certain nombre d'acteurs, mais que d'autre part, sa rareté en fait sa valeur. Et puis, pourquoi il est rare? Parce que pour une rue donnée, à un moment donné, le trottoir il est limité, alors même que justement on a une multiplication des occupations qui fait qu'à un moment donné il va y avoir une concurrence sur cet espace. Et puis le deuxième message, et je l'emprunte à un éditorialiste américain, c'était de dire
pour regarder l'avenir des villes, regarder le trottoir, oui, le trottoir, donc en l'occurrence la bordure de trottoir, et comme tu le disais, hein, à partir du moment où 80% de la population vit en ville, évidemment, ce qui se passe sur le trottoir, c'est aussi le reflet de ce qui arrive dans la société. Et au fond, moi, finalement, je me demande chaque année quelle va être la prochaine bataille du trottoir. En 2018, ah oui, non, en 2017, il y avait la bataille des Gobi Bikes, hein, les vélos verts en free floating, qui avaient disparu aussi vite qu'ils étaient apparus. Pourquoi? Parce que derrière, on a comme opérateur des plateformes qui ont un modèle économique bien particulier qui explique en fait ces mouvements de hausse et de baisse. Donc on a vu la première bataille des trottinettes. Je dis la première puisqu'il y a eu la deuxième bataille là avec la votation à Paris au début de l'année 2023. En 2021, il y avait eu la bataille sur les terrasses et l'urbanisme de la Palette et Saccage Paris. Je pensais en 2022 que ce serait la bataille des chariots Amazon. Elle n'a pas eu lieu. Peut-être que par contre, il y a eu la bataille des dark stores, mais qui a été assez vite pliée. Et j'aurais tendance à formuler comme hypothèse que peut-être qu'en 2024, justement, la prochaine bataille, ce sera une bataille autour du végétal en ville, entre ceux qui veulent des arbres ou de la végétation strate basse, et puis ceux qui considèrent que la végétation strate basse, finalement, ce sont des nids à saleté et que c'est insécure. Mais au fond, ces batailles du trottoir, et c'est ça qui m'amuse, alors elles sont liées à deux raisons en fait. Hein. Elles sont soit liées au fait que le trottoir est rare, et donc à un moment donné, il va falloir faire des choix. Est-ce qu'il va falloir choisir entre le banc et l'arbre? Est-ce qu'il va falloir choisir entre la fontaine rafraîchissante et une bande de recharge électrique? Et puis, ils peuvent être liés au fait aussi que justement, il y a des évolutions de la société qui interrogent. Et alors, l'exemple que j'aime bien, c'est cet exemple de la poussette hein, dont tu parlais tout à l'heure. En 1882, il y avait un architecte belge, Jules Brinfot, qui dénonçait l'apparition sur les trottoirs de Paris de véhicules renfermant des enfants qui étaient poussés par des mères ou des bonnes, et ils considéraient que vraiment c'était un risque pour les enfants qui du coup ne voyaient pas leur environnement. Et donc au fond, voilà, cette bataille-là, elle est plutôt liée à quelque chose qui surgit, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Peut-être que demain on aura les mêmes débats sur les petits robots livreurs en fait qui viendront livrer sur les trottoirs, et peut-être qu'on considérera que c'est bien ou pas bien. J'ai mis ici aussi la taxe kebab. La taxe kebab, en fait, c'était une polémique qui avait eu lieu à Avignon en 2011. La ville d'Avignon avait souhaité faire payer le fait que des personnes occupent le trottoir devant les distributeurs automatiques de billets ou devant les marchands de viande chaude. En fait. Donc ça avait été vu, ça avait été appelé le taxe kebab parce que ça avait été vu comme une manière déguisée en fait par la ville d'Avignon de lutter contre la multiplication des magasins de kebab. Mais ce qui était intéressant, c'est que ça posait une question qui était justement cette question de l'occupation éphémère du trottoir. Alors il y a un mot parfois qui est employé, c'est le mot curb kiss. C'est qu'un des sujets, pardon, et je reviens du coup sur le sujet précédent, mais un des sujets, c'est le fait qu'une des difficultés, et c'est pourquoi je sais que la ville de Paris réfléchit enfin les villes réfléchissent beaucoup à cette question de la taxation du trottoir, en fait, pour des opérateurs comme Amazon, mais la difficulté, c'est que justement, aujourd'hui, le droit ne permet pas de le faire, puisque aujourd'hui, il faut pour pouvoir taxer une convention d'occupation temporaire. Et d'ailleurs, en fait, cette question du droit, elle pose plein de questions. Par exemple, il y avait aussi, il y a quelques années, la question des Pokémon, en fait, la chasse aux Pokémon. Et la question qui était posée, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'un espace public virtuel se chevauche sur un espace public réel, en fait. Voilà. Donc, et puis, il y a Domitien, dans mon livre, je le rappelle aussi, au 1er siècle, après Jésus-Christ, à Rome, on avait aussi une répression, en fait, des commerçants anarchiques par Domitien. Voilà. Donc, ce sujet des batailles du trottoir, il est aussi ancien que le trottoir lui-même. Pour faire la transition avec la troisième partie, comment ça va s'arbitrer? Il y a maintenant 78 objets qui se télescopent sur les trottoirs. Qui va décider? Est-ce que ça va être les plateformes numériques? Est-ce que ça va être des gérants de POPs? Ou est-ce que ça va être les collectivités locales ou les citoyens qui peuvent éventuellement, dans certains exemples comme à Rennes ou ailleurs, se réapproprier le trottoir en le renaturant, puisqu'il y a des expériences de remise à disposition de l'espace public, de la rue et du trottoir aux citoyens qui décident de son aménagement, de voir comment tu vois les choses. Ouais. Alors effectivement, du coup, je vais peut-être rebondir sur le point précédent, justement sur les POPs. Alors ici, vous avez donc une image, mais alors du coup, j'ai déjà un peu donné la réponse. Vous avez ici une image de Ozell's Place, Ozell Square à Birmingham.
Alors, je vous laisse deviner si c'est un espace public ou privé. Et vous avez, j'imagine, en tête la réponse. Hein, c'est un espace privé qui appartient effectivement à un groupement d'investisseurs. Et donc, les POPs, Privately Owned Public Space, ce sont donc des espaces publics qui appartiennent au privé. Et en fait, c'est un type d'espace qu'on trouve beaucoup en Angleterre, avec l'idée qu'un certain nombre d'investisseurs immobiliers considèrent que ce qui va donner de la valeur à leurs immeubles, c'est précisément l'espace public qui est en bas de chez eux. Et le fait de détenir cet espace public leur paraît essentiel, puisque c'est ça qui va pour eux constituer le gage du maintien de la valeur de leurs biens dans le temps. Et donc, on a ce type d'espace, alors qu'ils font l'objet d'une abondante littérature outre-Atlantique, hein, mais donc ça pose la question de est-ce qu'effectivement le trottoir il est public ou privé? Alors en France, je crois que cette question, elle ne se pose pas trop. Le trottoir, il est évidemment public, même si par exemple, il y a eu des sujets à Marseille, 30% des trottoirs de Marseille, enfin des rues, sont des rues privées. À Nantes aussi, vous avez pas mal de rues privées. Bon, donc, on va dire que, quand même, pour l'essentiel, le trottoir, il est public et la question se pose, me semble-t-il, assez peu, modulo les exemples que je cite. Qui pose peut-être la question de savoir, à un moment donné, qui est à même le mieux de garantir l'entretien et la pérennité du bien dans le temps. Et de ce point de vue-là, quand même, peut-être que un des éléments de réponse, c'est il y a deux éléments de réponse peut-être, c'est la capacité financière des collectivités locales et c'est peut-être aussi la capacité des collectivités locales à être assez forte. Il y a quand même un sujet, c'est que derrière tous les usages que j'ai évoqués tout à l'heure, on a souvent côté collectivités locales des gestionnaires qui sont extrêmement différents. C'est-à-dire que par exemple, le trottoir dans ses différentes fonctions va être tantôt géré par la direction de la voirie, la direction de l'urbanisme, la direction du commerce, la direction enfin voilà. Donc et puis sachant qu'à cela s'ajoute souvent un nouvel échelon qui est l'éclatement entre la compétence de la commune et la compétence de l'établissement public de coopération intercommunale. Donc, peut-être que ça fait partie des éléments. Par exemple, une gestionnaire du réseau de transport qui mettait un abribus parce qu'il avait décidé qu'à telle station, sauf qu'il n'y avait plus la place de passer une poussette d'enfant derrière l'abribus qui mangeait tout le trottoir. Effectivement, c'était fait de façon complètement indépendante du gestionnaire de la voirie. Et donc ça, je pense que ça fait partie des limites. Enfin, moi, j'aurais tendance à dire il faut absolument que, enfin, je dis ça du haut de ma position qui n'est pas celle d'un élu, mais de dire il faudrait un élu au trottoir, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut sans doute acter le fait que, justement, le trottoir devient un espace stratégique et qu'il doit être pensé en tant que tel parce que finalement, derrière, encore une fois, tout ce qu'on vient de voir, on voit bien qu'il y a des choix. C'est à qui je réserve la priorité de l'espace du trottoir, quel type d'esthétique je veux sur le trottoir, quel type de personnes je veux sur le trottoir. Alors, pour répondre à ta question, comment ça va se régler? Donc, je pense quand même que sur la question de la propriété, le sujet se pose pas trop. Et en tout cas, je pense clairement que si les collectivités locales veulent continuer à maîtriser le trottoir, il faut qu'elles en gardent la propriété. Mais encore une fois, après, il y a la question aussi de la place du riverain. Et ce qu'on voit, c'est quand même des réflexions sur peut-être en tout cas avant la crise actuelle où les promoteurs sont quand même en difficulté, mais on aurait pu faire l'hypothèse à un moment donné que je faisais assez volontiers l'hypothèse que les promoteurs allaient s'intéresser au trottoir autour de chez eux. Voilà, la question qui peut-être est plus ouverte. Ce qui est le cas aux États-Unis. La question qui est peut-être plus ouverte, c'est la question de la gestion. Et sur la gestion, je pense qu'il y a plusieurs scénarios possibles. Il y a évidemment la gestion publique comme elle l'est aujourd'hui. Il pourrait y avoir, alors je pense que quand je dis il pourrait y avoir, hein, c'est pas pour dire il faut qu'il y ait, mais c'est une hypothèse qui pourrait se poser, c'est des délégataires de l'espace public. Hein, à la Baule, la plage de la Baule est gérée dans le cadre d'une délégation à Veolia. Enfin, Veolia est le délégataire de la gestion de la plage. Donc, est-ce que demain, on aura des concessions de trottoirs? Alors, souvent, les romanciers sont finalement plus précurseurs que les élus. C'était la romancière Titou Lecoq qui, il y a plusieurs années, dans son livre Les Morues, disait on va mettre en concurrence les trottoirs de gauche et les trottoirs de droite. Et on va donner, après appel d'offres, tel trottoir à tel concessionnaire, tel autre trottoir à tel autre. On les mettra en concurrence. Et c'est encore une fois, je ne pense pas que ce soit le scénario qui va arriver, mais la question pourrait se poser. Et puis, l'autre scénario, c'est plutôt un scénario où finalement la collectivité peut être en retrait ou pas, avec des collectifs d'habitants qui prennent
qui prennent en compte, qui prennent en charge plutôt, pardon, la gestion justement des trottoirs. Et c'est ce qu'on voit, tu le citais beaucoup, hein, c'est ce qu'on voit beaucoup par exemple à Rennes, autour justement de la végétalisation du trottoir. Et ce sujet de la végétalisation du trottoir, qui pouvait paraître peut-être anecdotique il y a 10 ou 12 ans, on voit bien aujourd'hui que c'est un sujet qui est absolument majeur. Donc cette question de qui va entretenir la végétation sur le trottoir au moment où les trottoirs vont être de plus en plus végétalisés devient un sujet majeur. Et la question, c'est peut-être, à Rennes, ça a été favorisé, sauf erreur, ce sont été des initiatives habitantes qui ont été favorisées par la collectivité locale. Est-ce que demain, on aura un alignement entre la collectivité et ses collectifs d'habitants, ou bien ça sera dans le cas d'une opposition? Voilà, donc en tout cas, ça me paraît être les différents scénarios. Ah oui, puis alors juste peut-être pour conclure là-dessus ou ouvrir là-dessus, il y avait alors il y a cette idée du raid de ville. C'est une idée qui a notamment été développée par l'architecte urbaniste David Mangin, qui a écrit un livre là-dessus. Et ici, c'est une image du plan de Nolly. C'est un plan en fait qui est assez connu des architectes, hein, qui montre avec un même code couleur tous les espaces accessibles au public, y compris les espaces privés, par exemple ceux des églises en fait. Et l'idée du raid de ville, c'est l'idée de dire finalement le rez-de-chaussée justement il participe à l'animation commerciale des rues, à l'animation associative, et donc il faudrait considérer que tout le socle de la ville doit être pensé de manière unitaire, et donc de penser le rez-de-chaussée plutôt comme le prolongement du trottoir et de la chaussée que comme le soubassement de l'immeuble. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'à nouveau, ça brouille en fait la frontière publique-privée. Et puis juste quand même pour dire que justement, comme l'espace public est rare, enfin ou plutôt comme le trottoir, le trottoir est rare, ce qu'on voit, c'est aussi peut-être des tentatives d'aller trouver des espaces accessibles à tous ailleurs, en hauteur. Alors, c'est évidemment le cas de Singapour, où on va avoir, par exemple, de mémoire, c'est le Pineapple, où on a des espaces publics au 25e étage et au 50e étage de tours d'immeubles. Mais, par exemple, à Nantes, sur l'île de Nantes, vous avez des réflexions, enfin, des toitures accessibles. La question du toit, comme un nouvel espace commun, se pose. Et puis, moi, j'aime beaucoup cette phrase de Gilles Clément, le paysagiste, qui dit « Les oiseaux et les arbres ne connaissent pas le cadastre ». Et ce qu'on voit, c'est que justement, à l'heure de la transition écologique, la question des îlots de chaleur, enfin, ou plutôt comment lutter contre les îlots de chaleur, comment penser les plans canopés. La ville de Lyon a lancé un grand plan pour planter des arbres. Simplement planter des arbres sur les espaces qui appartiennent à la ville, ça ne suffit pas. Il faut aussi agir sur les propriétés privées. Et donc, on voit bien qu'il y a aussi, me semble-t-il, un nouveau champ de réflexion, alors pas si nouveau, mais qui est quand même se dire comment est-ce que la puissance publique intervient, alors c'est le propre de l'urbanisme, hein, mais comment elle intervient sur justement des parcelles privées. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond tout à fait à ta question. En tout cas, très bien. Non, et puis il y a vraiment cette question quand même de la couche informationnelle. C'est-à-dire que, et vraiment je reviens sur le plan de Google Maps, si on considère que établir la carte, ça a toujours été un pouvoir des États, on est quand même dans un changement de paradigme majeur, qui est de dire la carte aujourd'hui, en tout cas celle qui est le plus utilisée par les habitants des villes aujourd'hui, c'est une carte qui est produite par un acteur privé avec un modèle économique bien spécifique qui fait que la représentation de la carte n'est pas forcément celle que on voit où est McDo et où est Starbucks, et on ne voit pas où est la mairie, où est l'église et le théâtre. Et donc, donc peut-être que la question, c'est de se dire qui va fabriquer et gérer la ville, mais qui va la donner à voir. Et cette question du qui va la donner à voir, elle est sans doute majeure. Et merci pour Très bien. Merci beaucoup à toi, merci à tous et bonne soirée.